mon ex-belle-famille m'a invité à un mariage familial, dans le but de m'humilier comme une erreur dont on s'était débarrassé. Venez voir à quoi ressemble une vraie épouse, disait l'invitation. Je n'ai pas pleuré. Je m'y suis présenté avec ma fille. Et c'est à ce moment-là, que le mariage a viré au cauchemar. L'invitation est arrivée un mardi. Parce que, bien sûr, c'était le cas. Si Evelyn Harrington avait pu programmer mon humiliation sur un calendrier partagé, elle n'aurait pas hésité. Rachel, mon assistante, mon pare-feu humain, la seule personne dans ce bâtiment capable de regarder le chaos en face et de dire non sans ciller, est entrée dans mon bureau. Elle tenait une épaisse enveloppe crème, comme si elle était contagieuse. Jenna, a-t-elle dit prudemment. Un type en bas refusait de partir, tant que je n'avais pas signé pour la réception. Courrier recommandé. Remise contre signature. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. J'étais en pleine prise de notes d'un appel, essayant de traduire le rêve vague d'un client et qui voulait quelque chose de viral, mais chic en des mots concrets, qui ne nous vaudrait pas un procès. Signature obligatoire, ai-je répété. Rachel a hoché la tête. Il avait un porte-bloc entier. Il agissait comme s'il livrait un rein. C'est alors que j'ai vu l'adresse de l'expéditeur. Domaine Harrington, dans la banlieue de Charlotte. Rachel a regardé mon visage se figer légèrement, comme c'est le cas lorsque mon passé vient frapper à ma porte. Oh, a-t-elle dit plus doucement. C'est Harrington. C'est Harrington, ai-je confirmé. La main de Rachel a plané au-dessus du bouton de la déchiqueteuse, comme si elle était prête à anéantir toute une lignée. Tu n'as qu'un mot à dire. 5 ans plus tôt, j'aurais dit ce mot. J'aurais fait semblant de m'en moquer, puis j'aurais pleuré dans ma voiture, comme une élève trop zélée. Mais là, je me suis contenté de fixer l'enveloppe. Elle était chère. Texturée. Lourde. Le genre de papier qui murmure, nous avons une richesse générationnelle, et l'audace qui va avec. Et puis, parce que l'univers aime la cohérence, le parfum m'a frappé à travers le seau. Le parfum d'Evelyn. Il ne sentait pas les fleurs. Il sentait le contrôle. Rachel s'est penchée. Tu veux que je l'ouvre? Genre, avec des gants? Non, ai-je répondu. S'ils ont l'intention de m'insulter, je veux vivre l'expérience sensorielle jusqu'au bout. J'ai glissé mon doigt sous le seau, et je l'ai ouverte. L'invitation à l'intérieur était absurde. Dorure à la feuille d'or. Typographie pressée. Une illustration à l'aquarelle du domaine Harrington, comme si le lieu était la véritable mariée. Preston Harrington et Catherine Monroe requièrent l'honneur de votre présence. Pendant une demi-seconde, mon cerveau a essayé de me jouer son vieux tour. Faire semblant que c'était normal. Faire semblant que j'étais juste une invitée. Faire semblant que le temps ne s'était pas écoulé. Puis, j'ai vu la plus petite carte, glisser derrière l'invitation. Pas imprimée. Écrite à la main. L'écriture d'Evelyn était élégante, de la même manière qu'un couteau peut être élégant. Je l'ai lu une fois. Puis une seconde fois, car je voulais m'assurer que mes yeux n'exagéraient rien. Venez voir à quoi ressemble une vraie épouse. Rachel a émis un son, quelque part entre un halètement et un grognement. Oh mon Dieu! Mon estomac a fait cette torsion familière, celle qui avait l'habitude de me recroqueviller, pour me réduire à une version plus petite de moi-même. Et puis, ça s'est arrêté. Pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que je n'étais plus cette femme-là. Evelyn n'avait pas envoyé cela parce qu'elle voulait ma présence au mariage. Elle l'avait envoyé parce qu'elle me voulait chez moi, en train de l'imaginer. Assis seul, visualisant Preston sous des guirlandes lumineuses, épousant une femme qu'Evelyn approuvait, tandis que je resterais, moi, cette note de bas de page honteuse. Rachel a dit, tu n'es pas obligé d'y aller. Je sais, ai-je répondu. Elle attendait que je dise que j'allais la jeter. Au lieu de cela, j'ai ouvert le lien RSVP sur mon téléphone, et j'ai cliqué sur accepter. Les sourcils de Rachel ont bondi. Jenna. J'y vais, ai-je dit, calmement. Rachel a cligné des yeux, comme si elle avait mal entendu. Pourquoi t'infliger ça? Je l'ai regardé. Puis, j'ai prononcé la phrase qui a tout changé, et, j'emmène Lily. La mâchoire de Rachel s'est décrochée. Ta fille. Ma fille de 5 ans, ai-je confirmé. Rachel m'a fixé, a regardé l'enveloppe, puis a posé de nouveau les yeux sur moi. Donc,
Nous n'allons pas rester assis sagement près des toilettes, à faire semblant de ne pas exister. J'ai eu un sourire tranchant. Non. Nous allons être polis. Rachel a plissé les yeux. Agressivement poli. Exactement, ai-je dit. J'ai glissé l'invitation dans le tiroir de mon bureau, comme s'il s'agissait d'un contrat. Parce que c'est ce que c'était. Evelyne m'avait invité, pour que je sois humilié. J'allais m'y présenter, armé de la vérité. J'ai rencontré Preston Harrington dans un restaurant au bord de l'eau, à Charlotte, appelé South Shore. Le genre d'endroit où le menu utilise des mots comme déconstruit, et où tout le monde fait semblant que c'est normal. J'avais 25 ans, j'enchaînais les doubles services, j'économisais pour des cours du soir, et j'essayais d'empêcher ma vie de dérailler. Preston est entré avec un groupe de gars, en chemise boutonnée et montreur de prix. Ils célébraient quelque chose qui impliquait le mot au portefeuille, et beaucoup trop de verres qu'ils ne payaient pas eux-mêmes. Il n'était pas bruyant. Il n'était pas tape à accent grave-l'œil. Il était raffiné. Une voix calme, un contact visuel soutenu. Le genre d'homme, qui vous donne l'impression que vous êtes la seule personne qu'il voit. Il m'a demandé mon nom, et a écouté comme si cela avait de l'importance. Il a laissé un bon pourboire. Il est revenu la semaine suivante, puis celle d'après. Il était charmant d'une manière qui semblait sûre, comme l'âge adulte, mais sous un bon éclairage. Quand il m'a enfin invité à sortir, cela n'a pas ressemblé à un risque. Cela ressemblait à un soulagement. Pendant un temps, c'était bien. Preston m'emmenait dans de beaux endroits, mais il venait aussi dans mon minuscule appartement, pour manger des plats à emporter sur le canapé, comme une personne normale. Il se souvenait des détails. Il me tenait la main. Il disait qu'il admirait mon acharnement au travail. Je ne réalisais pas, alors, qu'il gérait aussi soigneusement mon exposition à sa famille, comme si j'étais un allergène. La première fois que j'ai posé des questions sur sa mère, il a répondu, elle peut être intense. Intense comment, ai-je demandé. Il a hésité. Elle s'en soucie. C'était son mot préféré pour la décrire, elle se souciait. Pas elle contrôle, pas elle domine, pas elle annexe émotionnellement des pièces entières. Non, elle se soucie. La première fois que je suis allé au domaine Harrington, j'ai su que j'entrais dans un écosystème différent. La maison n'était pas chaleureuse. Elle n'était pas habitée. Elle était organisée comme un musée. Comme si la joie devait d'abord être approuvée par un comité. Evelyne a descendu l'escalier, parée de perles, parce que, bien sûr, c'était le cas. Evelyne ne portait pas de tenue décontractée. Evelyne portait le pouvoir. Elle a embrassé la joue de Preston, et a tenu son visage comme si elle cherchait d'éventuelles égratignures. Puis, elle s'est tournée vers moi. Alors, vous êtes Jenna, a-t-elle dit, en étirant mon prénom comme s'il s'agissait d'un objet étranger. Oui, ai-je répondu. Ravi de vous rencontrer, Madame Harrington. Oh, a-t-elle dit doucement. Je vous en prie, appelez-moi Evelyne. Traduction, je vais faire partie de ta vie pour toujours. Elle a souri. Elle n'avait pas l'air méchante. Elle avait l'air en pleine évaluation. Que faites-vous dans la vie, ma chérie, a-t-elle demandé. Je travaille dans le marketing. Ses yeux ont glissé vers mes chaussures, avant de remonter vers mon visage. Comme. C'est moderne. J'ai souri, car je ne comprenais pas encore ce qui se passait. Je croyais toujours, à l'époque, que les adultes pensaient ce qu'ils disaient. Le dîner de ce soir-là fut une véritable représentation, et je n'en connaissais pas le scénario. Evelyne a posé des questions, qui n'en étaient pas vraiment. Où avais-je grandi? Que faisaient mes parents? Quelles écoles avais-je fréquentées? Savais-je cuisiner? Comptais-je continuer à travailler après le mariage? Chaque réponse que je donnais semblait se transformer en pièce à conviction. Si j'avais l'air confiante, j'étais ambitieuse de manière dangereuse. Si j'avais l'air humble, je manquais d'assurance. Si je riais, j'en faisais trop. Si je restais silencieuse, je boudais. Preston était assis à côté de moi, silencieux, serrant parfois ma main sous la table, comme une excuse privée. J'avais besoin qu'il parle à voix haute. Il ne l'a pas fait. Sur le chemin du retour, j'ai demandé, ta mère me déteste-t-elle? Preston a fixé la route, comme si elle détenait des réponses. Elle ne te déteste pas, puis, avec précaution, elle ajuste des standards.
des standards. Le genre de standard que vous ne pouvez jamais atteindre, si vous n'êtes pas né dedans. Quand Preston m'a demandé en mariage, j'étais sincèrement heureuse. C'était juste nous deux, près de l'eau, et pendant une minute lumineuse, j'ai cru que l'amour surpasserait le contrôle d'Evelyne. Une semaine plus tard, Evelyne m'a invité pour discuter logistique. De la logistique? Comme si l'amour était une simple cargaison. Elle a fait glisser un dossier sur une table en verre. Un contrat prénuptial. Je comprenais le principe des contrats de mariage. Je n'étais pas naïve. Les gens protègent leurs biens. Très bien. Mais Evelyne ne le traitait pas comme une protection. Elle le traitait comme la preuve que je ne faisais pas partie de la famille. Preston était assis là, et n'a pas protesté. Il n'a rien adouci. Il ne m'a même pas regardé assez longtemps, pour faire preuve de courage. J'ai signé quand même, parce que je croyais encore que le mariage signifiait qu'il finirait par me choisir. Je ne comprenais pas, que Preston avait été entraîné toute sa vie, à confondre la paix avec l'obéissance. Preston n'était pas cruel. C'est ce qui rendait les choses si déroutantes. Il ne m'insultait pas. Il ne me frappait pas. Il ne trichait pas, du moins, pas au sens traditionnel du terme. Il ne me protégeait tout simplement pas. Il faisait de longues journées de travail. Il fuyait les conflits comme si c'était une maladie. Il laissait Evelyne l'aider pour tout, et par aider, je veux dire qu'elle envahissait tout. Elle a refait ma cuisine, parce que mes goûts étaient trop juvéniles. Elle a remplacé nos serviettes, parce que les miennes étaient trop fines. Elle critiquait mes courses, comme si j'empoisonnais son fils. Du lait entier, disait-elle, horrifiée. Jenna, le cholestérol. Chaque fête passée au domaine, était un test que je passais sans le savoir. Evelyne me faisait des compliments, qui étaient en réalité des insultes. Oh, Jenna, tu as tellement les pieds sur terre, disait-elle. Ça doit être si dur de venir d'un milieu aussi simple. Tu fais vraiment de ton mieux. Preston me serrait le genou sous la table, et plus tard, dans la voiture, il disait, elle ne pensait pas à mal. Et je me demandais alors, mais que veut-elle dire, lorsqu'elle parle? Le pire, c'était la façon dont cela m'a changé. J'ai commencé à me s'autocensurer avant même d'ouvrir la bouche. Je répétais mes phrases dans ma tête, comme si je me préparais pour un procès. Ma propre maison a cessé de me sembler familière. Et puis, au bout de 3 ans, je suis tombée enceinte. C'est là que tout est devenu radicalement efficace. Evelyne m'a invité à prendre le thé au domaine, un après-midi de semaine. Pas de témoins, pas de distraction. Les conditions parfaites, pour une démolition émotionnelle. Le service à thé était blanc, et délicat. La pièce était lumineuse, et glaciale. Tout semblait intact, comme si personne n'avait jamais pleuré à cet endroit. Evelyne n'a pas dit félicitations. Elle ne m'a pas demandé comment je me sentais. Elle a déclaré, nous devons régler cela, avant que ça ne devienne public. J'ai cligné des yeux. Régler quoi? La situation, a-t-elle répondu, en lissant sa serviette, comme si elle essayait de m'effacer. Preston n'est pas prêt. Et, très franchement, vous non plus. Mes mains sont devenues moites. Je suis sa femme, ai-je dit, parce que j'avais besoin de me raccrocher à la réalité. Evelyne a souri doucement. Vous êtes temporaire, Jenna. Ne confondez pas une signature avec de la sécurité. Puis, elle a fait glisser une enveloppe sur la table. À l'intérieur, il y avait un chèque avec plus de zéros que je n'en avais jamais vu au même endroit, et une pile de papiers, soigneusement attachés, comme si elle avait déjà fait ça auparavant. Un accord de règlement matrimonial. Un accord de confidentialité. Une sortie propre et nette. Je peux être généreuse, a doucement ajouté Evelyne. Si vous faites ce qui est raisonnable. Vous voulez que je parte, ai-je constaté. Je veux que vous soyez réaliste, a-t-elle corrigé. Un bébé compliquerait la vie de Preston. Un bébé fait partie de la vie, ai-je rétorqué, et ma voix a tremblé d'une manière que j'ai détestée. Dans votre monde, peut-être, a répliqué Evelyne, comme si je décrivais une autre planète. Et si je refuse, ai-je demandé. Ses yeux n'ont pas changé, mais l'atmosphère, si. Si vous refusez, a-t-elle dit, vous partirez sans rien. Et vous perdrez quand même. J'ai quitté cette maison en tremblant. Ce soir-là, j'ai annoncé à Preston que j'étais enceinte.
L'espace d'un souffle, quelque chose a vacillé sur son visage. Le choc, et une joie essayant de se frayer un chemin à travers la peur. Ensuite, je lui ai raconté ce que sa mère avait fait. J'ai attendu qu'il explose. J'ai attendu qu'il me choisisse, enfin. Preston s'est frotté le front et a dit, peut-être qu'elle essaie juste de me protéger. Le protéger. De son propre enfant. De sa propre femme. De moi. Cette phrase ne m'a pas seulement blessé, elle a tout clarifié. 2 semaines plus tard, les papiers du divorce sont arrivés par l'intermédiaire d'avocats, comme si mon mariage n'était qu'un accord commercial dont la garantie avait expiré. Preston n'a pas appelé. Il n'est pas venu. Il ne s'est pas battu. C'est devenu un divorce par consentement mutuel, devant le tribunal aux affaires familiales. Une audience courte, un greffier blasé, et un juge qui m'a demandé si je comprenais ce que je signais. Je comprenais parfaitement. Je signais pour sortir d'une cage. Avant mon 3e trimestre, j'ai déménagé dans une petite ville de montagne, où personne ne connaissait le nom des Harrington. J'ai accouché dans un hôpital de comté au mur beige, avec une infirmière qui m'a serré la main et m'a dit, « Ma chérie, tu vas t'en sortir. » Comme si elle l'avait déjà dit 1 millier de fois. J'ai appelé ma fille Lily, parce que j'avais besoin de quelque chose dans ma vie, qui grandisse sans avoir à en demander la permission. La première année ne fut que survie. Des couches, des biberons nocturnes, des calculs angoissants, et du café qui avait le goût du regret. Il y avait des matins où je fixais le réfrigérateur, en essayant de me convaincre que le beurre de cacahuète comptait comme un vrai repas. Et puis, parce que l'univers a un sens de l'humour assez étrange, je suis devenu doué. Vraiment doué. J'ai arrêté d'écrire des légendes mignonnes sur les réseaux, et j'ai commencé à élaborer des stratégies. J'ai appris à donner aux petites entreprises des allures de grandes marques. À faire en sorte que les gens cliquent, achètent, s'inscrivent, et se présentent. Il s'avère que, lorsqu'on a passé 3 ans à analyser une pièce pour repérer le danger, on devient excellente pour analyser une audience. Une boutique à Raleigh m'a embauché, et leurs ventes ont explosé. Ils en ont parlé à un ami. Cet ami en a parlé à un fondateur d'entreprise. Ce fondateur m'a appelé pour me dire, « J'ai entendu dire que vous étiez la personne qu'il me faut. » Quand Lily a eu 3 ans, je suis retourné vivre à Charlotte. Pas pour courir après des fantômes, mais parce que c'est là que se trouvaient les affaires. J'ai loué un bureau modeste, j'ai embauché Rachel, et j'ai monté une petite agence, qui a grandi plus vite que mon temps de sommeil. Lily a grandi, elle aussi, pour devenir une petite personne aux chaussures à paillettes, dotée d'une honnêteté brutale. À 5 ans, elle pouvait négocier son dessert comme une minuscule avocate, et dévisager les adultes malpolis, comme s'ils étaient de véritables énigmes. Alors, quand l'invitation des Harrington est arrivée, je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas pleuré. Je me suis dit, Evelyn croit vraiment que je suis encore la femme qu'elle a brisée. Ensuite, j'ai répondu à l'invitation. Oui. J'ai annoncé à Lily que nous allions à une fête. Ses yeux se sont illuminés. Est-ce qu'il y aura du gâteau? Il y aura du gâteau, ai-je promis, parce que je ne suis pas un monstre. La veille du mariage, j'ai préparé nos tenues. La mienne. Vert émeraude profond, sur mesure, aux lignes épurées. Ni tape à accent grave-l'œil, ni désespéré. Juste incontestable. La robe de Lily était assortie, car la subtilité est optionnelle, lorsque quelqu'un vous invite pour faire de vous la chute d'une mauvaise blague. Elle m'a regardé la soulever. Maman, pourquoi on s'habille chic? J'ai écarté une mèche de cheveux de son front. Parce que, parfois, les gens ont besoin de te voir te tenir debout. Elle y a sérieusement réfléchi, puis a pointé du doigt son étagère à chaussures. Les chaussures à paillettes? Absolument, ai-je validé. Nous serions polis, agressivement. J'ai emballé des collations, des lingettes, et un pull de rechange. La maternité, c'est fondamentalement de la préparation aux catastrophes, avec un meilleur mascara. Ensuite, je me suis regardé dans le miroir, et j'ai pensé à Preston. 5 ans, c'est long, pour ignorer l'existence de son propre enfant. Je ne voulais pas me venger. Je voulais simplement que la vérité bénéficie d'un bon éclairage, et d'une place au premier rang. Ce samedi-là, le mariage des Harrington s'est tenu au domaine, en périphérie de Charlotte. Le genre d'endroit où l'allée porte un nom, et où la boîte aux lettres a l'air de voter aux élections. Des chaises blanches bordaient la pelouse, il y avait des fleurs partout,
et un quatuor à cordes jouait une musique, qui ressemblait à de la tristesse hors de prix. Il y avait des voituriers, des stands de champagne, et une organisatrice armée d'une tablette, qui avait l'air d'avoir vu tous les types de chaos possibles. Sauf le mien. Nous sommes entrés, la main de Lily dans la mienne, et j'ai gardé un visage impassible. Car voilà le secret, les personnes les plus riches de la pièce, peuvent sentir la peur comme du sang dans l'eau. Une organisatrice a accouru. Bonjour, bienvenue. Votre nom? Jenna Lewis, ai-je répondu. Ses doigts ont survolé la tablette, et son sourire a bugué. Oh, a-t-elle dit d'une voix forte. Oui, vous êtes. Bien là. Puis, doucement, comme si elle faisait une confession, table 17. Je me suis penché vers le plan de table. La table 17 se trouvait près des portes de la cuisine, assez près des toilettes pour entendre le sèche-main. Du grand Evelyn. Enterrer l'embarras près de la plomberie. Lily a levé les yeux vers moi. Où est-ce qu'on s'assoit? Avec la famille, ai-je répondu. L'organisatrice a cligné des yeux. Les places familiales sont réservées. C'est exact, ai-je confirmé, en passant devant elle. J'ai emmené Lily directement au premier rang, là où de petites plaques indiquaient famille Harrington, et je m'y suis assise, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. L'atmosphère a changé. On pouvait sentir le mariage se figer, au beau milieu d'une respiration. Les têtes se sont tournées. Des chuchotements ont commencé à s'élever, comme le vent qui se lève. Evelyn se tenait près de l'arche, vêtue de soie bleu marine et de perles, son sourire figé comme de la peinture sèche. Au moment où elle a vu Lily, sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Ensuite, elle a pris une forte inspiration, comme si elle venait de réaliser que le feu avait atteint les rideaux. Preston se tenait sur le côté en smoking, riant avec ses garçons d'honneur. Il a jeté un coup d'œil dans notre direction, et son sourire s'est éteint. Car Lily a ses yeux. Pas à peu près, pas peut-être. Gris orage, avec une petite tache dorée dans l'iris droit, semblable à un minuscule soleil coincé dans un nuage. Je connaissais cette tache. Evelyn la connaissait. Et c'est alors qu'un homme plus âgé s'est frayé un chemin à travers la foule, se déplaçant avec la confiance irritée, de quelqu'un qui a eu raison toute sa vie. Walter Harrington, l'oncle de Preston. Un professeur de génétique à la retraite, qui évitait les événements familiaux comme s'ils étaient contagieux. Il s'est arrêté devant Lily, et a adouci sa voix. Bonjour, ma grande. Comment t'appelles-tu? Lily, a-t-elle répondu, aussi calme qu'une reine. Les yeux de Walter se sont posés sur moi. Jenna, a-t-elle dit doucement, comme si ce prénom déverrouillait un vieux souvenir. J'ai hoché la tête une fois. Il s'est légèrement accroupi. Puis-je regarder tes yeux de plus près? Lily s'est penchée en avant, car elle a 5 ans, qu'elle est intrépide, et qu'elle n'a jamais rencontré de situation qu'elle ne puisse examiner. Walter a allumé la lampe torche de son téléphone. Evelyn a sifflé derrière moi, Walter, n'ose même pas, Walter l'a ignoré. Il a étudié l'œil de Lily pendant peut-être 2 secondes, puis s'est redressé et a déclaré, assez fort pour que la moitié des invités l'entendent, eh bien, ça, c'est la tâche des Harrington. Le silence absolu. Le genre de silence où les gens arrêtent de cligner des yeux, de peur de rater une miette du scandale. Quelqu'un a ri nerveusement. Quelqu'un a halté. Une demoiselle d'honneur a murmuré, « Oh mon Dieu », comme si elle s'était entraînée toute sa vie pour ce moment. Walter a continué, sur le ton de la conversation, devenant nonchalamment terrifiant. C'est un très rare, a-t-il affirmé. Preston l'a. Son père l'avait. Je l'ai. Il a fait un geste vers Lily. Et maintenant, elle l'a aussi. Evelyn a pâli sous son fond de teint hors de prix. Preston donnait l'impression que son cerveau était en plein redémarrage. Et puis, la mariée est apparue. Catherine, Kate Monroe, s'est avancée dans sa robe. Voile parfait, sourire parfait, jusqu'à ce qu'elle voie Lily, le visage de Preston, et la panique d'Evelyn. Kate a dévisagé Lily, puis Preston. Sa voix était calme, beaucoup trop calme. Preston, a-t-elle lancé. Qui est cet enfant? Preston a ouvert la bouche. Aucun son n'en est sorti. Parce le silence est facile quand il vous protège, mais pas quand il vous expose. Le regard de Kate s'est durci. Le savais-tu? Preston a dégluti. Non,
Je ne le savais pas, Evelyne s'est avancée, sa voix enjouée prête à l'emploi. Catherine, ma chérie, c'est de toute évidence une sorte de... Kate s'est tournée vers elle lentement. Vous l'avez invitée, a cinglé Kate. Evelyne a cligné des yeux. Pardon? Vous avez invité Jenna, a répété Kate, plus fort cette fois. Vous l'avez mise sur la liste. Vous l'avez fait venir ici. Evelyne a tenté un sourire. Nous voulions faire preuve de courtoisie. Kate a eu un rire, bref et mauvais. Donc, votre courtoisie consiste à inviter l'ex-femme de votre fils, pour le regarder en épouser une autre, alors qu'il a une fille de 5 ans. Le père de Kate a bondi en avant, furieux, attrapant Preston par les revers de sa veste, comme s'il pouvait en secouer la vérité. Vous vous foutez de moi, a-t-il craché. Les téléphones se sont levés comme une vague. Le quatuor continuait de jouer, car les musiciens sont formés pour ignorer l'effondrement humain. Evelyne a tendu la main vers le bras de Kate. Rentrons à l'intérieur. Ne faisons pas ça ici. Kate s'est dégagée brusquement. Non. Sa voix tremblait à présent. Vous vouliez un public. Félicitations. Puis, elle m'a regardé. Et voici la partie à laquelle les gens ne s'attendent pas, elle n'était pas en colère contre moi. Elle était furieuse contre le mensonge. Elle a soulevé son voile, et l'a laissé tomber sur l'herbe, comme un drapeau que l'on rend. J'en ai fini, a-t-elle déclaré. Et elle s'est éloignée dans l'allée, seule, sa robe ramassant au passage des pétales et de la saleté. Preston ne l'a pas suivie. Il ne pouvait pas bouger. Evelyne est restée pétrifiée, regardant son chef-d'œuvre partir en fumée. Je me suis penché vers Lily, et je lui ai chuchoté, « Tu veux toujours du gâteau ?» Lily a hoché la tête, d'un air solennel. « Oui. »« D'accord, » ai-je répondu. « On ira manger du gâteau ailleurs. » J'ai pris sa main, et je suis sorti. Pas de cris. Pas de discours. Juste la vérité, et un départ discret. Derrière nous, le mariage d'Evelyne s'est transformé en cauchemar. Le lundi suivant, la vidéo était partout. Absolument partout à Charlotte. Des clips TikTok avec des légendes dramatiques. Des stories Instagram. Des groupes de quartier sur Facebook, faisant mine d'être choqués, tout en rafraîchissant frénétiquement la page. Je n'ai rien publié. Je n'ai fait aucun commentaire. J'avais une entreprise à gérer, et une enfant qui avait bien plus besoin de sa routine, que d'un drame viral. Puis, le mercredi, Rachel est entrée dans mon bureau, tenant des papiers comme s'ils étaient contaminés. « Tu as été assigné », a-t-elle annoncé. Bien sûr que je l'étais. Un huissier s'était présenté en bas, avait demandé à me voir en donnant mon nom complet, et m'avait remis une requête, comme si nous étions dans un épisode chic de New York, police judiciaire. Ce n'était pas une requête dramatique, ou des absurdités pour me retirer mes droits. Les vrais tribunaux ne sont pas aussi théâtraux. Il s'agissait d'une demande de reconnaissance de paternité, assortie d'une demande de garde et de droit de visite. Traduction, nous voulons un droit d'accès, et nous utilisons le système pour le forcer. Ils affirmaient que j'avais caché Lily. Ils prétendaient que j'avais aliéné Preston, ce qui était impressionnant, sachant que Preston s'était débrouillé tout seul pour disparaître. J'ai appelé mon avocat, Andrew. Il n'a pas halté. Il ne m'a pas fait la morale. Il n'a posé qu'une seule question, avez-vous des documents? J'ai ouvert un tiroir, et j'en ai sorti un dossier rouge. De quoi couvrir 2 années, ai-je répondu. Bien, a répliqué Andrew. Dans ce cas, nous allons leur répondre. Quelques semaines plus tard, nous étions au tribunal aux affaires familiales. Ce tribunal, c'est un concentré de lumière fluorescente, de chaises inconfortables, et de gens qui essaient de paraître raisonnables, tout en complotant activement. Preston était assis avec son avocat. Il avait l'air raide et épuisé, comme si le smoking avait été remplacé par des regrets. Evelyne était assise à côté de lui, tel un général aux côtés d'un soldat, calme, maîtresse d'elle-même, visiblement offensée par le simple concept de limite. Leur avocat a ouvert le bal avec le discours sur l'argent, la stabilité, les ressources, les opportunités, le meilleur intérêt de l'enfant. Puis est venue l'accusation, j'avais caché l'enfant, et j'avais sapé le rôle du père. Andrew n'a pas argumenté sur le plan émotionnel. Il a argumenté de manière structurelle. Tout d'abord, il a fait glisser des déclarations sous serment de l'ancien personnel de maison.
Des personnes qui avaient observé Evelyne de près, et qui se souvenaient de tout. Des gouvernantes. Un chauffeur. Une nounou. Pas des amis. Pas des gens qui la détestaient. Des employés qui étaient là. Qui avait entendu ces mots? Qui avait vu la pression qu'elle exerçait? La bouche d'Evelyne s'est durcie. Leur avocat a qualifié cela d'allégation. Andrew a hoché la tête, c'est exactement pour cela que nous sommes prêts à appeler des témoins à la barre. Puis est venu le deuxième dossier. Des archives publiques. Une deuxième hypothèque. Des dettes. Une ligne de crédit. Non pas qu'avoir des dettes fasse de vous un mauvais parent, mais parce que cela rendait une chose évidente, les motivations d'Evelyne n'étaient pas pures. Lorsque votre argument principal repose sur vos ressources, vos finances font inévitablement partie de l'histoire. Ensuite, Andrew a déposé le troisième document. Un fonds de placement créé par le défunt père de Preston. Un fonds d'éducation et de santé, destiné aux futurs petits-enfants, géré par un fiduciaire, avec certaines distributions coordonnées par l'intermédiaire du parent chez qui l'enfant a sa résidence principale. L'argent américain, le vrai, ne dort pas dans des enveloppes. Il dort dans des structures légales. Evelyne ne voulait pas de Lily, parce qu'elle s'était soudainement découvert une tendresse de grand-mère. Elle voulait Lily, parce que Lily était un moyen de pression. Le juge a à peine levé les yeux, déjà fatigué. Nous aurons besoin d'un test ADN, et d'ordonnances temporaires. L'avocat de Preston voulait des week-ends de garde immédiat. Andrew a refusé. Lily ne le connaissait pas, et nous n'allions pas la traiter comme une valise. Le plan temporaire a atterri, là où les plans censés atterrissent généralement. Test ADN. De courtes visites encadrées pour commencer. Un plan évolutif, si les choses se passaient bien. Et Preston a reçu l'ordre de n'autoriser aucun contact entre Evelyne et Lily pendant son temps de garde, à moins que nous ne l'acceptions par écrit, ou qu'un juge n'en décide autrement plus tard. Evelyne l'a dévisagé, comme si on venait de lui annoncer que la gravité était obligatoire. Bienvenue dans la réalité. Le laboratoire ressemblait à tous les cabinets médicaux d'Amérique. Des murs beiges, des affiches plastifiées sur l'hydratation, et une réceptionniste qui en avait vu de toutes les couleurs. Lily a trouvé ça hilarant. « Ils prennent ma bave ?» ?»« Oui, ai-je répondu. »« C'est la science. »« Je suis une scientifique, » a-t-elle déclaré fièrement. Preston se tenait à proximité, tendu, retenant son souffle comme si la culpabilité était de l'oxygène. Quand les résultats sont tombés, personne n'a été surpris. Paternité confirmée. Le juge n'a pas applaudi, les juges ne font pas ça. Le juge a ordonné un plan évolutif construit autour de la vie de Lily, et non autour des regrets de Preston. La première visite de Preston a eu lieu dans un centre familial supervisé. Des livres, des jouets, un membre du personnel à proximité. Tout y était conçu pour assurer la sécurité des enfants, et l'honnêteté des adultes. Il s'est présenté avec un lapin en peluche, et l'expression d'un homme qui réalisait avoir manqué 5 ans de vie, qu'il ne pourrait jamais racheter. Lily l'a regardé, et lui a demandé, aussi direct que d'habitude, « Tu es mon papa ?» Preston s'est figé, puis a hoché la tête, les yeux humides. Oui. Elle a pesé cette réponse, comme si elle essayait de décider si elle aimait un nouveau dessin animé. D'accord, a-t-elle dit. Est-ce que tu aimes les pancakes? Il a lâché un rire tremblant. Oui, j'aime ça. Bien, a conclu Lily, très sérieusement. Les pancakes, c'est important. Et, tout simplement, elle venait de lui ouvrir la porte de son monde. Evelyne n'était pas là. Elle n'y était pas autorisée. C'était la première fois que j'expirais vraiment depuis des semaines. Quelques semaines après le début du plan, Preston a demandé à me parler. Juste nous deux. Andrew m'avait conseillé, lieu public, court, pas de drame. Nous nous sommes donc retrouvés dans un café très fréquenté de Southend, suffisamment bruyant, pour que la manipulation n'ait pas la place d'éclore. Preston avait l'air nerveux. C'est bien, a-t-il commencé. Je veux comprendre. Je l'ai dévisagé. C'est maintenant que tu veux comprendre? Il a dégluti. Je ne savais pas que tu étais allé au bout de ta grossesse. Ma mère m'a dit que tu avais géré le problème. J'ai haussé un sourcil. Tu savais que j'étais enceinte. Tu n'as même pas essayé de savoir ce qui s'était passé ensuite. Il s'est frotté les mains, comme s'il avait froid.
Ma mère a dit que tu allais disparaître, et que... L'argent, ai-je terminé sèchement. Il a tressailli. Je suis désolé. Désolé est un si petit mot. Parfois, il veut dire quelque chose. D'autres fois, ce n'est qu'un pansement sur un os brisé. Je ne suis pas ici pour te punir, ai-je déclaré. Je suis ici pour protéger Lily. Il a hoché la tête. Je veux être son père. Tu ne deviens pas son père juste parce que tu le veux, ai-je rétorqué. Tu deviens son père si tu es présent, constamment, et sans ta mère. La mâchoire de Preston s'est crispée. Puis, il a hoché la tête une fois. Je peux le faire. Je ne le croyais pas encore, mais Lily méritait qu'on lui en donne la chance, tant qu'Evelyn restait à l'écart. Evelyn a essayé de s'immiscer à nouveau. Un bouquet envoyé à mon bureau. Pour Lily. De la part de mamie Evelyn. Je l'ai renvoyé, sans même l'ouvrir. Puis, une offre de règlement, de l'argent, des clauses de confidentialité, et un plan à l'amiable, qui, mystérieusement, donnait un droit d'accès à Evelyn. Andrew a répondu par un seul mot, non. Ensuite, il y a eu la pression sociale. Des gens dont je me souvenais à peine m'appelaient pour me dire, Evelyn est juste sous le coup de l'émotion. Elle souffre. C'est une grand-mère. Je les écoutais et je disais, si elle veut une relation avec elle, elle n'a qu'à respecter la décision du tribunal. Puis, je raccrochais. Parce que les femmes comme Evelyn s'attendent à ce que les gens cèdent. Elle traite le mot au nom comme une base de négociation. Mais je n'ai plus 25 ans. Je suis une mère. Et la maternité vous enseigne une vérité brutale, la politesse est optionnelle, lorsque votre enfant est impliqué. Preston n'a pas eu son mariage parfait. Kate n'a pas eu de mari parfait. Evelyn n'a pas pu imposer son récit parfait. Et moi, je n'ai pas eu droit à la vengeance, à la façon d'une bande-annonce de film, sur laquelle les gens fantasment tant. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté de vin au visage de quiconque. Je n'ai pas ruiné le gâteau. Je me suis simplement présenté, avec la vérité tenant ma main. Le tribunal m'a accordé la garde physique principale. Preston a obtenu un temps parental structuré, qui s'est élargi lentement, au fur et à mesure que Lily se sentait à l'aise. Evelyn, elle, a récolté des limites et des conséquences. Preston apprend encore. Certains jours, il est maladroit. D'autres jours, il fait tellement d'efforts, que c'en est presque douloureux à regarder. Mais il est présent. Et Lily. Avec ses chaussures à paillettes, ses opinions bien arrêtées, et son énergie de minuscule avocate, rentre à la maison et me raconte des choses comme « Papa fait des pancakes en forme de cœur, mais il ressemble à des taches. » Puis elle ajoute, très sérieusement, « Ne rigole pas. Il fait des efforts. » Et c'est là que je sais, que Lily ira bien. Parce qu'elle a quelque chose que je n'avais pas, à l'époque, une mère, qui ne laissera jamais personne l'effacer. Alors, quand je repense à cette invitation, avec sa dorure alors fin, son papier parfumé, et sa petite carte arrogante, je ne me sens plus blessé. Je me sens amusé. Evelyn a essayé de m'humilier comme une erreur jetée aux oubliettes. Et à la place, elle a présenté au monde entier, la seule et unique vérité, qu'elle avait passé 5 ans à essayer d'enterrer. C'est drôle comme les choses se font. Alors, dites-moi. Si vous étiez à ma place, seriez-vous resté à la maison, pour protéger votre tranquillité d'esprit? Ou vous seriez-vous présenté, tenant la main de votre enfant, pour laisser la vérité parler d'elle-même?